Bonjour à tous et bienvenue dans La séance est ouverte. Dans ce numéro, nous vous proposons de revenir sur l'audition de la ministre de la Culture, Rachida Dati, par la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Des questions sur l'organisation, le financement, la neutralité et sur la vidéo où les journalistes Patrick Cohen et Thomas Legrand sont enregistrés à leur insu et où ils évoquent sa candidature à la mairie de Paris. Regardez. Tout d'abord, je vous remercie de me donner l'occasion de prendre la parole devant les membres de cette commission d'enquête. Je sais le contexte polémique dans lequel cette commission a vu le jour. Mais au-delà des polémiques, son objectif initial est assez louable, je le dis. En effet, elle prend toute sa place dans un contexte plus large de transformation profonde du secteur des médias en général et auquel l'audiovisuel public ne peut être étranger. Je veux en premier lieu redire un mot des transformations en cours. Ces transformations, elles sont massives. Elles affectent l'ensemble des médias traditionnels. Chacun l'aura constaté, les usages évoluent, les modes de consommation aussi, les contenus d'information, de culture ou de divertissement sont de plus en plus consommés sur les plateformes ou les réseaux sociaux. Des pans entiers de la population désertent les médias traditionnels que sont la radio et la télévision, et en premier lieu les jeunes avec une audience télévisuelle qui vieillit. L'hégémonie historique de la télévision a laissé place à celle des téléphones mobiles et au bouleversement des usages qu'ils entraînent avec eux. Ce changement de paradigme, qui n'a eu de cesse de s'accélérer ces dernières années, produit des effets très concrets. On assiste à une déstabilisation massive du marché publicitaire qui fait peser un risque majeur sur la santé économique des acteurs historiques. Face à ces transformations, les groupes de télévision privés ont deux enjeux. Un enjeu de taille pour résister à une concurrence de plus en plus forte et un modèle économique de la télévision linéaire de plus en plus difficile, et un enjeu de déploiement sur le numérique pour s'adapter aux nouveaux usages et trouver les relais de croissance. Notre audiovisuel public ne peut rester à la traîne de ces grandes transformations qui sont à l'œuvre, notamment parce qu'il doit conserver le rôle qui est le sien, c'est-à-dire s'adresser à tous. Plus largement, contribuer à préserver la place de nos médias traditionnels, confrontés à un modèle économique de plus en plus adverse, des usages qui évoluent, la concurrence des grandes plateformes qui captent irrémédiablement l'attention. Ce n'est pas regarder vers le passé, c'est préserver toutes les conditions, même d'une démocratie vivante, mais aussi contribuer à défendre notre modèle de souveraineté culturelle. Je pense strictement la même chose s'agissant de l'audiovisuel public. Je l'ai toujours dit, il est au cœur de notre démocratie, il doit être un outil essentiel de citoyenneté, d'intégration, d'émancipation, de liberté, et en particulier pour ceux qui n'ont pas accès à cette éducation à l'information, à la culture et à la vie publique. Je l'ai prouvé d'ailleurs en sanctuarisant son mode de financement très récemment. Vous le savez, j'ai la conviction que pour que cet outil soit préservé, il est aussi indispensable de lui donner un nouvel élan, un nouveau cap, avec une plus grande efficacité pour un service public qui s'adresse à tous. Il ne peut rester à la traîne des transformations que j'évoquais. Vous l'avez compris, je ne m'inscris ni dans les pas des contempteurs de l'audiovisuel public qui veulent sa privatisation, ni dans les pas de ceux qui veulent que rien ne change et qui, de ce fait, contribuent à l'affaiblir. Cette commission d'enquête a insisté lourdement sur les imperfections du service public. Et je ne nie pas qu'il puisse y en avoir. Et évidemment, nous allons y revenir. Mais n'oublions pas non plus ce que représente cet outil, sa contribution qu'il peut apporter à notre démocratie. S'il y a un reproche qu'on ne peut pas me faire, c'est de ne pas m'être emparé de ce sujet pour contribuer à sa transformation indispensable, mais aussi à la préservation de cet outil. D'abord, j'ai souhaité apporter mon soutien à la proposition de loi organique portant réforme du financement de l'audiovisuel public. Grâce à elle, et un mode de financement indépendant et pérenne a été garanti au secteur. Mais au-delà de la question du financement, je plaide depuis mon entrée en fonction pour que l'audiovisuel public se réforme en profondeur. Au fond, l'idée a toujours été la même, que l'audiovisuel public puisse se battre à armes égales face aux défis qui bouleversent le secteur et surtout qu'il puisse continuer à s'adresser à tous les Français en s'adaptant aux nouveaux usages. C'était d'ailleurs le sens de la proposition de loi du sénateur Lafont sur laquelle je me suis appuyée. Les objectifs de cette proposition de loi sont plus que jamais d'actualité. Transformer la gouvernance du secteur pour renforcer les coopérations entre télévision et radio. Coordonner davantage les forces sur le numérique. L'audiovisuel public appartient à tous les Français. Il doit pouvoir continuer de s'adresser à chacun d'entre eux et dans tous les territoires. Quasiment partout en Europe, l'audiovisuel public s'est structuré. Les groupes se sont rassemblés et nous prenons du retard.
Et encore une fois, je crois profondément qu'il n'y a pas de grande démocratie sans un audiovisuel public fort et à la hauteur de sa mission. Alors il nous faut tracer des perspectives au-delà des polémiques. Et pour terminer mon propos, je voulais mettre en avant les 4 enjeux que j'identifie pour l'avenir de notre audiovisuel public. Ils recouvrent très largement le champ que votre commission d'enquête a souhaité couvrir. Le Parlement pourra, je n'en doute pas, apporter une contribution utile à ces réflexions. Premier enjeu, renforcer encore davantage le caractère distinctif du secteur public, tout particulièrement sur le plan des priorités éditoriales, information, proximité, culture. Second enjeu, approfondir la transformation numérique afin d'accompagner les Français dans l'évolution des usages. Regardez les accords récents entre la BBC et YouTube. Troisième enjeu, se conformer à l'évolution des principes juridiques s'appliquant à lui en matière d'exemplarité. Disons les choses, je pense à la question de sa neutralité et également au principe d'impartialité. Sur ce point, évidemment, le ministre de la Culture ne se substitue pas à l'Arcom. C'est à elle que la loi a confié la mission de veiller sur l'impartialité de l'audiovisuel public, pas au ministère de la Culture et encore moins à la ministre. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir le débat. Vous l'avez ici et nous évoquerons cette question. Le rôle du service public, ça n'est pas d'antagoniser, bien au contraire, c'est de rassembler. Donc je crois que le débat est légitime. Il faut avoir une réflexion sérieuse, une réflexion apaisée sur l'impartialité et sur la façon de le concevoir. Quatrième enjeu, accélérer la transformation de sa gestion. C'est aussi un point d'attention de votre commission d'enquête. Je ne fais pas la liste des différents rapports, qu'ils soient parlementaires, administratifs, financiers, qui insistent sur ce point. Le dernier rapport de la Cour des comptes sur France Télévisions évoque, je cite, « la nécessité de mettre en œuvre sans délai des réformes structurelles jusqu'ici ajournées ». Évidemment, je ne vais pas me dérober aux interrogations que vous avez posées de votre commission sur ce dernier sujet. Alors, mesdames et messieurs, je me tiens évidemment à disposition pour répondre à l'ensemble des questions. Je vous remercie. Madame la ministre, peut-être une question pour revenir sur ce que vous disiez sur l'impartialité. La loi de 1986 exige des médias, et notamment des médias publics, le respect des règles de pluralisme, d'indépendance, d'honnêteté de l'information. Vous avez indiqué qu'il fallait avoir un débat sur l'impartialité. Comment considérez-vous aujourd'hui qu'elle est mise en œuvre sur l'audiovisuel public? Au-delà du débat, est-ce que vous considérez qu'il y a des réformes à mener pour renforcer l'impartialité de l'audiovisuel public? Tout d'abord, historiquement, le législateur s'est concentré sur l'indépendance de l'audiovisuel public. Ça a été le premier principe et c'est ce qui, évidemment, a animé les débats législatifs pendant très longtemps. Pour autant, la loi et le cahier des charges qui fixent des exigences sur l'impartialité et le pluralisme également de l'audiovisuel public. Alors, s'il faut le renforcer, nous, on est à l'écoute des propositions que la Commission va faire. Ça, c'est évidemment une réalité. Pour le reste, vous savez qu'il y a eu des décisions, y compris du Conseil d'État en ce sens. Cette exigence d'impartialité, elle doit être concrète, elle doit être lisible et aussi transparente pour tous les Français. Il y a une mission, évidemment, c'est une mission de l'Arcom, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, et il y a une mission qui a été donnée à M. Bruno Lasserre sur ce sujet. Et évidemment, nous verrons les recommandations et les propositions qu'il en sortira. Mais ça n'est pas au ministre de la Culture, ni au ministère de la Culture, de dire qu'est-ce qui régit l'impartialité. L'Arcom va le faire, la mission va nous donner les précisions et les perfectionnements, évidemment, à apporter à cette exigence et à ce principe d'impartialité qu'attendent quand même tous les Français. C'est juste pour rebondir, puis je donnerai la parole au rapporteur. Vous exercez, le ministre de la Culture, le ministère exerce la tutelle des médias audiovisuels publics, mais aussi la responsabilité des médias privés, parce que vous gérez le champ de la communication en général. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que les règles du pluralisme et d'impartialité sont plus respectées sur l'audiovisuel public ou privé, et que s'il faut réformer la loi de 1986, dans quel axe? Ça fait 40 ans que la loi qui a fixé les règles de pluralisme a été votée dans un monde où il n'y avait pas de réseaux sociaux, où la concurrence des plateformes étrangères n'était pas là, où il n'y avait pas d'ingérence. Est-ce que pour vous aujourd'hui, même si vous quitterez vos postes dans quelques jours et que vous ne pouvez pas porter cette réforme, est-ce que vous considérez aujourd'hui, au regard de l'expérience qui est la vôtre depuis 2 ans que vous menez ce ministère, qu'il faut renforcer ces règles d'impartialité? Est-ce que vous considérez qu'elles sont aujourd'hui le pluralisme? Est-ce qu'il est moins mis en œuvre ou mieux mis en œuvre dans le privé ou dans le public? Comme je viens de le dire, c'est le rôle de l'Arcom. Ça n'est pas au ministère de la Culture et encore moins à la ministre.
Après, on peut avoir évidemment des idées, des conceptions, des choses à dire. C'est pas mon rôle. Je suis ministre de la Culture et donc ça n'est pas le rôle ni du ministre de la Culture ni du ministère de la Culture. C'est le rôle de l'Arcom. Et la mission Lasserre, je pense que évidemment nous éclairera aussi sur cette exigence d'impartialité et de pluralisme. Merci. Une dernière question sur le budget. Les auditions que nous avons menées avec monsieur le rapporteur et les députés ont montré qu'il y a eu beaucoup de variations des dotations budgétaires aux sociétés de production audiovisuelle, notamment à France Télévisions, et des variations de crédits qui peuvent compliquer leur gestion. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous considérez que le financement public de l'audiovisuel public est suffisant? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut le maintenir? Est-ce qu'il faut demander aux acteurs de l'audiovisuel public des économies ou au contraire renforcer leur budget? Aujourd'hui, toutes les administrations participent au redressement des finances publiques. Et évidemment, l'audiovisuel public y participe aussi en responsabilité. Alors, aujourd'hui, il prend toute sa part. Et c'est vrai que l'effort qui a été demandé est très exigeant. Moi, je me suis battue pour qu'effectivement la baisse que connaît l'audiovisuel public soit évidemment réduite. On a obtenu une réduction de cette baisse, mais aujourd'hui, c'est vrai que il y a une forte exigence qui pèse sur l'audiovisuel public. Alors, le secteur, et d'ailleurs, vous avez entendu les dirigeants du secteur, elles prennent des mesures d'économie pour rester évidemment à l'équilibre pour 2026, et il y a une revue des dépenses, et notamment des dépenses de fonctionnement qui sont en cours. Merci. Je pense qu'on reviendra sur ces questions budgétaires. Monsieur le rapporteur, je vous laisse la parole pour 45 minutes de questions-réponses. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, pour votre temps et les réponses que vous voudrez bien nous apporter. Première question sur le contexte budgétaire qui touche aujourd'hui France Télévisions notamment. Le 23 septembre 2025, la Cour des comptes a publié un rapport qu'on peut qualifier d'accablant sur la gestion de France Télévisions. Je pense que nombre de gabegies qui ont été révélés ont choqué beaucoup de Français. On parle par exemple d'une trentaine de cadres qui sont mieux payés que le président de la République. On parle d'une cinquantaine de directeurs qui bénéficient de voitures de fonction. On parle d'un salaire moyen chez France Télévisions de 72 000 € qui place le salarié moyen de France Télévisions parmi les 9% des Français les mieux rémunérés. Je tiens à rappeler que le salaire moyen dans le secteur de la culture en France, public comme privé, est plutôt autour de 48 000 €. Et dans l'audiovisuel privé, il est à peu près 62 ou 63 000 €. On parle aussi de suite au Majestic à Cannes pour les dirigeants de France Télévisions, qui pendant des années étaient payés par France Télévisions. Et on a des suites à près de 1 700 € la nuit. Je pense aussi, alors c'est pas dans ce rapport-là, mais c'est dans un autre rapport sur Radio France, du nombre de semaines de congés payés qui sont accordés aux journalistes de Radio France. 14 semaines de congés payés, là où les Français en moyenne en ont 5 hors RTT. Bon, je pense que, comme des millions de Français, vous avez peut-être appris ces gabegies-là. Lorsque vous avez lu le rapport de la Cour des comptes, quelle a été votre réaction? Est-ce que vous connaissiez ces montants-là? Est-ce que vous étiez au courant de ces avantages, notamment sociaux, qui, on peut le dire, sont exorbitants? Et quelle a été votre réaction à la lecture du rapport de la Cour des comptes? Le rapport de la Cour des comptes, c'est vrai qu'il y a des choses qui ont choqué aussi des Français, je vous le dis tel que je le pense, puisque j'ai reçu pas mal de courriers suite à ce rapport de la Cour des comptes, c'est une réalité. Pour autant, je crois que les présidents vous ont répondu. Il y a eu des réponses qui ont été faites à la tutelle suite à ce rapport. Mais je dois aussi rappeler que l'audiovisuel public assure des missions de service public qui ne sont pas rentables. Donc, vous faites un comparatif avec l'audiovisuel privé, l'objectif n'est pas les mêmes et la gestion n'est pas forcément la même. Donc, ça ne veut pas dire que parce que vous êtes déficitaire et c'est pas rentable que vous avez une mauvaise gestion. Ça ne veut pas dire c'est pas le même objectif. Par exemple, il y a des programmes qui sont coûteux, pas rentables, mais c'est une nécessité de service public parce qu'on s'adresse à tous les Français. Et donc là, on ne peut pas mettre sur le même plan la gestion d'un média privé et d'un service audiovisuel public. Parce que je le dis, moi je le redis, moi je suis très attachée à un audiovisuel public pour qu'il s'adresse à tous les Français. Donc ça n'est pas la rentabilité. Ensuite, dans ce rapport, il dit effectivement qu'il faut
poursuivre cette politique d'économie engagée depuis 10 ans. Il donne certains détails également dans ce rapport. L'objectif également des dépenses de fonctionnement courant sur le standard en vigueur de la sphère publique, donc c'est aussi un objectif. Et la renégociation de l'accord d'entreprise lancé par France Télévisions y participe également. De ces économies. Alors après, sur la gestion, comme vous le savez, on a une tutelle, mais ils ont une autonomie de gestion et de direction. Donc ça, c'est aussi, il faut le rappeler. Moi, je ne dirige pas, comme ministre de la Culture, ou le ministère de la Culture ne dirige pas les entreprises de l'audiovisuel public. D'abord, principe d'indépendance. On le ferait, on nous le reprocherait. Donc, on ne peut pas le faire. Mais c'est vrai que sur le rapport de la Cour des comptes, il y a des recommandations qui évoquent la nécessité pour l'État de donner une meilleure visibilité à France Télévisions notamment, sur sa trajectoire de dotation publique. J'ai repris quelques citations. Fixer une trajectoire financière réaliste, c'est dans le rapport, traitant l'insuffisance des capitaux propres à travers l'adoption sans délai d'un contrat d'objectifs et de moyens, c'est dans le rapport. Certains peut-être ont tendance à mettre en avant certaines recommandations plutôt que d'autres, ou au détriment d'autres, comme pour laisser entendre que finalement la situation actuelle de la société ne serait que de la responsabilité de l'État. Ça n'est pas le cas. Et puis, la Cour fait en effet la remarque de réformes structurelles insuffisantes jusqu'à présent, puisqu'il cite une situation financière critique qui impose sans délai des réformes structurelles jusqu'ici ajournées, ce que j'ai indiqué et affirmé dans mon propos liminaire. Donc oui, il y a des réformes à faire, oui, il y a des dépenses à revoir, oui, il y a une trajectoire d'économie à faire, et je crois que les présidentes des deux sociétés vous ont répondu en ce sens, et vous avez raison de demander quels sont les efforts, quelle est la vision et les trajectoires et les objectifs qu'elles comptent avoir. C'est votre droit et c'est le droit du Parlement d'interroger là-dessus. Mais je le rappelle, la mission de l'audiovisuel public, ça n'est pas de rechercher la rentabilité. Ça n'est pas l'objectif. Merci, monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le président. Merci, madame la ministre, pour votre réponse. On a auditionné, on a entendu le président de la 3e chambre de la Cour des comptes, c'était le 4 décembre dernier. Ces mots étaient crus et éloquents. Il nous expliquait que la situation financière de France Télévisions était plus que critique. Monsieur Moscovici, le premier président de la Cour des comptes, parle, lui, d'une situation à nos yeux qui n'est plus soutenable, qu'une entreprise normale ne pourrait tolérer. On a donc appris à cette occasion que France Télévisions avait cumulé depuis 2017 plus de 80 millions d'euros de déficit, que les capitaux propres étaient désormais inférieurs à la moitié du capital social de l'entreprise, ce qui fait peser, selon le Code du commerce, un risque de dissolution, que même la trésorerie, qui était abondée à hauteur de plusieurs dizaines de millions d'euros il y a encore quelques années, était désormais négative. Madame la ministre, vous êtes ministre depuis le 11 janvier 2022, avant la parution 2024, pardon, avant la parution du rapport de la Cour des comptes qui était le 23 septembre 2025. Est-ce que vous avez été mise au courant, notamment par la DGMIC ou d'autres organes publics, de cette situation financière aussi critique? Et si oui, quelles ont été les actions correctrices que vous avez entendu prendre pour la résoudre? Tout d'abord, vous parliez tout à l'heure dans votre propos de risque de dissolution. Il ne peut pas y avoir de dissolution sur l'audiovisuel public. Et comme je vous dis, ce ne sont pas les mêmes règles que les entreprises privées classiques. L'État, évidemment, prendra ses responsabilités. Elle l'a toujours pris, y compris quand il y a un déficit en fin d'année. Comme vous le savez, il y a la possibilité de recapitaliser. C'est une réalité qui existe, ça a déjà existé, et donc l'État prend ses responsabilités. Là où, effectivement, peut-être que je peux peut-être vous suivre, c'est que l'État ne peut pas à chaque fois recapitaliser sans avoir vérifié les objectifs, pourquoi on le fait, pourquoi on est arrivé à un tel déficit. Ça, c'est une réalité. Et donc, l'État prendra ses responsabilités et peut opérer une réduction du capital de l'entreprise. Ça, c'est aussi une réalité. Ensuite, qu'il y ait un échange avec la tutelle régulier, ça aussi, c'est une réalité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui pèse sur l'audiovisuel public, c'est très exigeant. C'est une réalité. Et donc, c'est ce que je vous ai répondu. Suite au rapport de la Cour des comptes, il y a eu des échanges, il y a eu des réponses. Les dirigeants vous ont répondu ici. Et donc, il y a désormais
On ne peut pas rester... Enfin, je reprends les conclusions de la mission de Laurence Bloch. Le statu quo n'est plus une option, s'agissant de l'audiovisuel public. Il faut qu'il se restructure, il se réorganise. S'il veut rester solide et ne pas s'affaiblir, il faut qu'une réforme de fond et structurelle soit mise en œuvre. Et le financement, qui aujourd'hui est sanctuarisé par, notamment grâce aux 2 sénateurs Vial et Lafont, que nous avons pu faire adopter avec une part de TVA sanctuarisée désormais, ça permet d'avoir un peu d'oxygène sur le financement garanti, mais il faut aussi qu'en face, il y ait une réforme structurelle. Tous les rapports parlementaires vont dans le même sens, quelle que soit la couleur politique. Il y a eu des rapports parlementaires depuis 10 ans, toutes tendances politiques confondues, y compris des rapports de la Cour des comptes, des rapports financiers, des rapports administratifs. Tout le monde va dans le même sens, qu'il y a un impératif de réforme structurelle et d'organisation à mener. Le rapporteur fait effectivement référence à un communiqué de presse, pour ceux qui veulent aller le regarder, du 13 mars 2025, qui retraçait le conseil d'administration et qui indiquait à la fin, pour être totalement précis, les citations du rapporteur sont tout à fait exactes, mais qui indiquait aussi que les économies demandées à France Télévisions, pour résumer, lui posaient difficulté. Merci Monsieur le Président, merci Madame la Ministre. Je ne remets pas en cause le travail des commissaires aux comptes, mais vous conviendrez que dans les événements exceptionnels ou extraordinaires, on peut mettre beaucoup de choses. Vous avez parlé de la faillite de Salto, qui a coûté des dizaines de millions d'euros à France Télévisions. Il y a eu d'autres faillites aussi, on pourra y revenir. Mais est-ce que vous ne considérez pas que dans la communication officielle, le fait d'éloigner un certain nombre d'événements considérés comme exceptionnels, qui comptablement peuvent se justifier, et d'expliquer publiquement que en fait, les résultats du groupe sont exceptionnels, que France Télévisions met ses comptes à l'équilibre depuis 9 ans, alors qu'il cumule un déficit depuis 2017 de 80 millions d'euros, au-delà de la gestion purement comptable qui peut vraiment se débattre. J'ai été chef d'entreprise, je vois quels sont les artifices comptables que l'on peut apporter à la fin pour boucler ses comptes et témoigner qu'ils sont à l'équilibre. À la fin, ce sont les Français qui payent. À la fin, il y a des dizaines de millions d'euros qui doivent être épongés par les Français. On a eu Madame Filippetti hier qui niait la situation, en tout cas l'analyse de quasi-faillite. Elle expliquait qu'elle, quand elle était ministre, elle avait augmenté la redevance pour éponger ses déficits. Donc ma question est assez simple. Est-ce que vous considérez, au-delà vraiment de cette dimension purement comptable, que France Télévisions et la direction de France Télévisions, depuis quelques années publiquement et officiellement, cacheraient une forme de situation financière critique que la Cour des comptes a mis près de 10 ans à révéler? Ça aussi, ça interroge. Ils ont attendu un peu plus de 9 ans pour revenir enquêter. Et d'ailleurs, ils ont révélé leur rapport quelques semaines seulement après la reconduction de Madame Ernotte pour un 3e mandat. Madame la ministre. Franchement, moi, j'entends vos questions et moi, je vous le dis aussi tel que je le pense. Peut-être que j'outrepasse un peu ma mission. Vos questions, elles sont légitimes. Moi, je trouve que cette commission, elle a une vertu, c'est de poser les choses et de pouvoir les expliquer. Donc, vos questions, vos interrogations sont légitimes parce qu'il s'agit de l'argent des Français, donc de dire. Et donc, ça nous permet aussi à nous d'expliquer le fonctionnement. J'ai eu le cas récemment, Monsieur le Président parlait du musée du Louvre. Parfois, on a l'impression que la tutelle est en gestion directe de certaines sociétés ou des opérateurs. Ça n'est pas le cas. Il y a une autonomie de gestion, il y a une indépendance s'agissant de l'audiovisuel public, et donc c'est une réalité. Ensuite, il n'y a pas que le ministère de la Culture, comme vous le savez, au Conseil d'administration, il y a l'APE, il y a le ministère des Finances, et tout ça est approuvé. Ça n'est pas des communiqués individuels par une personne toute seule dans un coin. Tout est public. La comptabilité est accessible. Et toutes les interrogations que vous posez, vous pouvez également les poser aux différentes institutions qui ont une tutelle directe ou indirecte, puisque le ministère des Finances est quand même aussi au Conseil, et également les commissaires en compte. Mais tout est public. Et le résultat d'exploitation, puisque vous disiez vous-même que vous étiez chef d'entreprise, c'est l'indicateur de base important, puisque l'événement exceptionnel vient corriger le résultat d'exploitation éventuellement, mais ce qui compte, c'est le résultat d'exploitation, hors événement exceptionnel. Et vous avez raison aussi de souligner, parfois, on peut mettre, c'est toute la discussion qu'on peut avoir avec les commissaires aux comptes, les experts comptables, avec les comptables, y compris en conseil d'administration, de savoir ce qu'est un événement exceptionnel, une dépense exceptionnelle, quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Et parfois, vous réintégrez des dépenses, vous le savez bien, et avant résultat d'exploitation. Là, tout ce qui a été fait en toute transparence et évidemment de manière, j'allais dire, à la fois légitime
et à la fois légale. Donc c'est pour ça que je ne sais pas si vous avez entendu ou les commissaires aux comptes ou d'autres institutions en ce sens, mais là-dessus c'est très clair et très transparent. Pour dézoomer un peu, notamment pour rendre compte aux Français du budget du ministère de la Culture, je me suis intéressé à sa répartition. Le budget du ministère de la Culture, chaque année, c'est à peu près 8 milliards d'euros par an. L'audiovisuel public, c'est 4 milliards, donc la moitié. Je regardais également, il y a à peu près 4,5% seulement du budget du ministère de la Culture qui est dédié à la rénovation, à la sauvegarde du patrimoine historique. Je pense notamment à un certain nombre de monuments classés, mais aussi à d'autres monuments qui sont non protégés, comme des petits théâtres, comme des églises rurales, comme des moulins, comme des phares. On a appris qu'il y avait plus de 67 000 monuments non protégés qui étaient menacés de disparition directe. Et même pire que ça, on a aussi appris qu'un quart des monuments protégés étaient aussi menacés de dégradation sévère ou de risque de disparition pour un budget qui s'élève à seulement 4,5% du ministère de la Culture chaque année. On a 50% pour l'audiovisuel public, 4,5% seulement pour la rénovation et la sauvegarde du patrimoine. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a un problème de priorité aujourd'hui sur l'allocation des moyens du budget du ministère de la Culture ? Je me réjouis que monsieur le rapporteur lise mes rapports, parce qu'il se trouve que je suis le rapporteur du budget patrimoine de cette Assemblée nationale et qu'effectivement, comme l'a indiqué le rapporteur, on avait alerté à plusieurs reprises sur la situation de notre patrimoine, mais qui n'est pas l'objet de la commission d'enquête, mais c'est la question du rapport et des budgets que pose le rapporteur sur la répartition de votre budget. Sur l'audiovisuel public, j'ai regardé comparativement par rapport aux autres pays européens, c'est à peu près les mêmes montants. En Angleterre, en Allemagne, en Espagne, on est à peu près sur la même épure. Ça coûte à peu près la même chose dans certains cas, à peu de choses près, parce que ce n'est pas les mêmes périmètres. Parce que je vois, oui, vous pouvez rire, moi ça me fait pas rire. Non, ça me fait pas rire, Madame la députée. Non, mais vous pouvez rire, vous pouvez glousser ce que vous voulez. Moi, je trouve que l'audiovisuel public, Madame la députée, vous aurez l'occasion, Madame la députée, Madame Taillé-Polian, vous aurez l'occasion de vous exprimer tout à l'heure. C'est sérieux. Madame Taillé-Polian, c'est sérieux. Voilà, parce que Madame peut-être que vous, Taillé-Polian, je vous donnerai la parole tout à l'heure. Je vous donnerai la parole tout à l'heure. Je vais vous dire, je sais, vous avez. C'est pas un débat entre vous. Non, c'est. Madame Taillé-Polian, Madame la Ministre, s'il vous plaît, Madame Taillé-Polian, Madame la Ministre, on va laisser Madame la Ministre répondre et vous pourrez vous exprimer tout à l'heure, Madame Taillé-Polian. Madame la Ministre, allez-y. Je vous invite à regarder en euros par... oui, mais je sais, Madame, vous nous parlez toujours avec beaucoup d'arrogance. Nous, effectivement, on n'est pas du même univers. Je le sais. S'il vous plaît, j'aimerais pas être amené à suspendre. S'il vous plaît, Madame Taillé-Polian, Madame Taillé-Polian, laissez Madame la Ministre terminer. Laissez Madame la Ministre terminer et vous aurez l'occasion de prendre la parole dans quelques instants. Allez-y, Madame la Ministre. Nous sommes dans la moyenne européenne par euro et par habitant. Nous sommes, c'est 56 euros par an et par Français, c'est exactement la moyenne de l'Union européenne. Voilà. Vous parlez de l'audiovisuel public, hein, pour être précis. Oui. C'est 56 euros par an par habitant pour financer l'audiovisuel. Nous sommes dans la moyenne européenne. En Allemagne, ils sont un peu plus élevés. Pourquoi ? Parce qu'il y a un régime des Länder. C'est pas du tout la même organisation française. Donc voilà, moi, ça me fait pas rire. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si demain, l'audiovisuel public est affaibli, voire disparaît, il y a tout un pan de la population qui n'auront plus accès à rien. Voilà. Donc vous êtes privilégiés et protégés. Il y en a beaucoup qui, s'ils n'ont pas l'audiovisuel public, pour connaître le théâtre, connaître de l'éducatif, accéder à la vie civique et citoyenne, ne serait-ce que de savoir comment les élections se passent, parce que c'est bien de mobiliser des gens pour aller voter. Parce que l'abstention, vous voyez, on souffre de ça. L'audiovisuel public a aussi une mission aussi civique et citoyenne. Et donc, c'est ça que je défends, madame. Et donc, voilà, vous êtes peut-être plus protégés de cela. Il y a plein de Français qui ne sont pas protégés de cela. Donc ça, c'est une réalité. Je vous en prie. Sur le patrimoine, Ne vous adressez pas à la ministre. Madame la ministre, ne mettez pas en cause Mme Taillé-Polian. Je vous propose d'avancer sur le patrimoine. Comme ça, le rapporteur va sa réponse. Je rappelle des points précis. Non, mais moi, ça me fait pas rire. Voilà, il y a des choses qui me font pas rire. Je vous en prie sur le patrimoine. Voilà. Sur le patrimoine, depuis 2017, c'est une priorité constante de ce gouvernement. Depuis 2017. Sur le budget que vous avez indiqué, c'est près de 40% de plus de budget consacré au patrimoine. C'est une réalité. L'année dernière, dans le budget 25, et vous le savez très bien, on a subi des coupes budgétaires importantes. Tout le monde a fait preuve de responsabilité dans sa contribution à la réduction du déficit. Le patrimoine, nous avons pu, grâce notamment aux parlementaires, obtenir une rallonge de près de 300 millions d'euros, justement pour la préservation et la protection du patrimoine. De la même manière, là où je peux vous rejoindre, c'est une priorité nationale, ça participe
de cet accès à la culture, ça participe de notre communauté de destin. Et donc, il faut aussi trouver des dispositifs de financement innovants pour pouvoir préserver ce patrimoine. C'est tout le sens de la politique tarifaire différenciée que j'ai instaurée, notamment pour les grands opérateurs culturels français, nationaux. Est-ce que juste, Madame la Ministre, cette proposition de loi qui a donc été examinée à l'Assemblée en première lecture, puis au Sénat, elle doit maintenant revenir à l'Assemblée nationale. C'est cette proposition qui porte la réforme de l'organisation de l'audiovisuel public et cette création d'une holding. Est-ce qu'elle va être inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale avant votre départ de la rue de Valois ? Elle est inscrite, elle est programmée dans un calendrier parlementaire. On a pris beaucoup de retard avec l'examen budgétaire. Il reste une seule lecture. Une seule lecture. Voilà. Donc c'est la responsabilité aussi des parlementaires. C'est une PPL, je le rappelle. Et donc il reste une seule lecture. Et qui est, je pense que cette réforme, elle est indispensable justement pour la réduction des inégalités et l'égalité de l'accès à l'information, de l'accès à la culture, de l'accès aussi au divertissement sur tout le territoire pour tous nos compatriotes de manière, j'allais dire, égalitaire et équitable. Et est-ce que ça serait un regret qu'elle ne soit pas examinée avant votre départ? Est-ce que vous aimeriez, vous, qu'elle puisse être examinée? Parce qu'effectivement, il ne reste qu'une lecture. Est-ce que vous aimeriez, vous, qu'elle puisse être examinée avant? C'est pas une affaire personnelle, c'est la vie politique. Quand vous engagez des réformes, souvent, vous en engagez certaines et qui se terminent. Moi, j'ai été garde des Sceaux, j'ai mené des réformes très importantes, très structurelles et en profondeur. Certaines, je les ai menées très rapidement et qui ont vu leur aboutissement pendant que j'étais ministre de la Justice. Et d'autres ont abouti peu de temps après. Et l'essentiel, c'est que quand des réformes sont nécessaires à l'intérêt général et à l'intérêt public, c'est qu'elles soient poursuivies. Et je donne la parole pour 2 minutes à Monsieur Jacobelli pour le Rassemblement national. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Bonjour Madame la Ministre. On vient d'apprendre qu'Adèle Van Riet, directrice de France Inter, démissionnait, notamment à cause d'audiences en berne. On peut le comprendre. Je vais vous faire une citation, Madame la Ministre, si vous le permettiez. C'était dans l'émission Zoom Zoom Zen de France Inter, où une soi-disant humoriste, Camille Laurent, a déclaré, je cite, et pardonnez la violence des propos, ce ne sont pas les miens, ce sont les siens. Fuck le droit de vote, rétablissons la peste, balançons des poux pleins de typhus au siège du RN, voyons ce qui reste. Jordan a eu une variole mortelle, elle va le tuer en 3 jours. Marion Maréchal a les mêmes symptômes. Si tu veux, on l'achève. Je répète les derniers mots, si tu veux, on l'achève. Je crois que là, on n'est pas très loin de l'incitation au meurtre. Est-ce ça le rôle du service public dans une France Inter en roue libre, complètement partisane aujourd'hui et qui a déclaré la guerre éditoriale au premier parti politique de France? C'est grave, c'est grave. Probablement, en tout cas nous en parlerons, d'avoir une radio financée par l'ensemble des Français qui attaque régulièrement le premier parti de France et dont certains éditorialistes rencontrent des leaders de gauche pour empêcher une candidate à la mairie de Paris de pouvoir réaliser ses ambitions. C'est ça aujourd'hui France Inter. Or vous l'avez dit, et je vais vous citer Madame la Ministre, que le service public devait s'adresser à tout le monde et sur tout le territoire. Or, on a l'impression aujourd'hui que l'ensemble des Français, à travers les impôts, financent le service public de radiophonie, notamment ceux qui ne sont pas de gauche. Et donc, aujourd'hui, certains financent ce service public pour se voir insulter et faire rire certains qui sont les plus aisés, les plus urbains et probablement les plus à gauche. Alors, ça pose 2 questions. Une question sur la neutralité républicaine du service public de radio et une question sur le financement, parce que beaucoup de Français, des millions, en ont marre de payer pour se faire insulter. J'aimerais avoir votre avis, Madame la Ministre. Madame la Ministre, pour 2 minutes de réponse, allez-y. Alors, je rappelle le cadre, parce que évidemment, c'est pas le rôle du ministère de la Culture et encore moins de la ministre de la Culture d'intervenir dans la politique éditoriale et dans le choix, dans le choix des chroniqueurs, des humoristes. Vous le savez bien. Mais moi, je trouve que ça très bien que ce soit le cas, parce que sinon, je vais vous dire, quelles que soient, j'allais dire, les alternances politiques, ça serait dangereux. Donc qu'on soit, je vais répondre. Oui, mais je vais vous répondre. Oui, mais justement. Et qu'on reste à distance de cela, moi je trouve que c'est une garantie démocratique importante à avoir. La responsabilité des contenus, elle est assurée par les directeurs ou présidents de publication, notamment devant la justice si c'est nécessaire. Et moi je n'ai pas à me substituer à l'Arcom. C'est à elle à dire, à se prononcer sur ces sujets pour veiller, pour dire sur la qualité des programmes, parce qu'on ne peut pas, c'est un service public, on ne peut pas avoir
n'importe quoi, et sur l'impartialité du service public. Alors après, moi je vais vous dire sur les polémiques ou sur les séquences dites humoristiques, moi j'ai l'habitude de m'en tenir éloigné. Depuis 2007, je sais de quoi je parle. Je m'en tiens éloigné. Après, est-ce que j'ai le droit de dire une conviction très personnelle ? Est-ce que j'ai entendu ces propos? Est-ce que c'est de l'humour? À mon sens, à titre très personnel, c'en est pas. Quand vous appelez au meurtre, quand vous souhaitez la mort de quelqu'un, je trouve pas que ce soit de l'humour. Parce qu'il y a une... Et ça, c'est une expérience très personnelle. Il y a une chose qu'on oublie parfois, c'est que quand on est responsable politique, on a un environnement et un entourage. Et donc, parfois, vous avez vos enfants qui peuvent être percutés, ou vos parents. Et moi, je trouve que la limite de cela, c'est aussi de penser parfois qu'il y a des dégâts collatéraux qui, parfois, peuvent être assez irréversibles. Je le dis, je ferme la parenthèse. Ça, c'est une réalité. Ensuite, sur la séquence dont vous parlez, effectivement, où on appelle... dans le cadre d'un enregistrement de 2 journalistes, qui évoquent d'ailleurs ma personne. Ces enregistrements à l'insu des gens, moi je l'ai vécu à mes dépens. C'est inacceptable. Je suis contre ce procédé. Quelle que soit la nature des propos que vous pouvez entendre, ça n'est pas acceptable. Moi je l'ai vécu, c'était des journalistes qui m'ont enregistré à mon insu et qui l'ont publié, et qui évoquaient des propos personnels. J'ai pas aimé, j'ai pas fait de procédure, mais c'est pas agréable. Et surtout que dans les propos personnels, c'était des sujets familiaux. Donc, c'est pas agréable. Ensuite, d'entendre un journaliste dire qu'il allait s'occuper de mon cas pour m'empêcher d'accéder à la mairie de Paris. Voilà, je soumets cela à chacun d'entre vous. Vous êtes tous des élus. Si on avait dit cela de vous, quel que soit le journaliste, quel que soit le service, je pense que vous n'auriez pas apprécié. Et le type de vocabulaire qui est employé, je trouve que c'est pas un vocabulaire approprié. Quand on dit on va s'occuper de quelqu'un, je sais à quoi ça renvoie. Voilà. Et je l'ai vécu aussi personnellement, notamment d'où je viens. Donc ça peut être parfois fatal quand on emploie ce type de propos. Je le dis et je ferme la parenthèse, mais le procédé d'enregistrement à l'insu, ça n'est pas acceptable. En tout cas, moi, ça n'est pas mes pratiques et je ne l'ai jamais approuvé. Voilà, même quand on révèle quelque chose qui est à votre encontre, mais ça n'est pas des procédés acceptables. Merci Madame la Ministre pour cette réponse très claire. Madame Calvez, pour 2 minutes pour Ensemble pour la République. Pardon. Merci Monsieur le Président. Par souci de transparence, comme vous nous y invitez, Monsieur le Président, j'ai été rapporteur pour avis budgétaire de la mission d'avance à l'audiovisuel public 2018 à 2022 et membre des conseils d'administration de Radio France et France Télévisions de 2017 à 2024. Madame la Ministre, vous nous avez exposé 4 enjeux pour l'avenir de l'audiovisuel public, la distinction, le numérique, la neutralité et la gestion. Je reviendrai sur le premier enjeu, le caractère distinctif de l'audiovisuel public. Vous l'avez détaillé en pointant l'information, la proximité, la culture. Au cours des échanges suivants, vous avez aussi souligné que l'audiovisuel public n'a pas un objectif de rentabilité. Je vous rejoins. Et s'il devait en avoir un, ce serait évalué moins en euros, mais plus en création culturelle, en droit à l'information, émancipation individuelle et cohésion sociale. Vous avez aussi appelé à se souvenir que l'audiovisuel n'était pas en concurrence. Pourtant, sur l'achat des programmes ou encore le salaire des journalistes ou plus largement du personnel, l'audiovisuel public est souvent en concurrence avec les médias privés. Il y a aussi un autre champ sur lequel le média de service public est parfois en concurrence, c'est la publicité. N'est-ce pas le rôle de l'audiovisuel public d'offrir un espace médiatique exempt de logique commerciale à nos concitoyens? Pensez-vous qu'il faille se doter d'un objectif de limitation progressive de la place de la publicité à l'antenne comme sur le digital? Si oui, aujourd'hui 15% du financement de France Télévisions découlant de la publicité. L'idée n'est pas de brutalement couper les moyens de l'audiovisuel public, qui a besoin de moyens. Cet aménagement progressif d'un espace public sans pub, clairement distinct, et qui répondrait à service public, financement public, est-ce que cela pourrait renforcer le consentement des Français à investir encore davantage dans le financement de l'audiovisuel public? Sinon, si la place de la publicité ne doit pas être limitée, comment éviter une double tentation? Celle du ministère de Bercy de voir cette ressource publicitaire croître et baisser alors la dotation publique, et une autre tentation, celle pour les équipes du service public de développer beaucoup d'énergie et aller chercher des audiences, non pas pour remplir les missions de l'audiovisuel public, mais davantage pour assurer davantage de ressources propres. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame la Ministre, je vous laisse répondre pour 2 minutes, si vous le voulez bien.
Alors, sur la réforme de l'audiovisuel public, vous avez raison de rappeler, c'était les principes. Nous avons travaillé ensemble aussi sur ce texte. C'est aussi lui permettre de se projeter et de continuer à tenir sa place dans un univers médiatique qui se transforme profondément. On n'est plus à l'époque de l'ORTF avec 3 chaînes ou 4 chaînes. Là, l'univers, le paysage médiatique est profondément bouleversé, notamment par l'irruption des plateformes, sans parler de l'intelligence artificielle. Donc, c'est une réforme qui est importante, et notamment pour tous les Français. Je disais tout à l'heure sur le fait qu'il puisse s'adresser à tous les Français. Si je regarde sur les dernières audiences, par exemple, si on prend France Inter, la part des CSP+, c'est 39%, la part de CSP-, comme on l'appelle dans les catégories, c'est 11%. Et d'ailleurs, les radios privées sont plus importantes sur cette catégorie-là. Donc, on a un effort à faire pour que l'audiovisuel public s'adresse évidemment à l'ensemble des Français et notamment aux jeunes. Et c'est tout le sens. Je vous invite vraiment à reprendre les conclusions du rapport de Laurence Bloch, qui est très pédagogue sur ces sujets, y compris sur cette nécessité de réformer pour ne pas perdre l'ensemble des Français et ne pas perdre la vocation de l'audiovisuel public. Alors sur la publicité, il y a déjà des règles plus strictes pour l'audiovisuel public et ça contribue quand même à l'équilibre économique de l'audiovisuel public. Donc de dire s'il n'y a plus de publicité, et comment on fait pour l'intégralité des financements. Donc aujourd'hui, les règles qui sont appliquées sont déjà plus restrictives pour l'audiovisuel public. Si on supprime totalement, là, on aura de véritables difficultés sur la viabilité. On n'est plus là sur la soutenabilité, on est sur la viabilité de l'audiovisuel public. Et puis, la publicité représente 10% des ressources totales de l'audiovisuel public. Donc c'est quand même une ressource essentielle sur ce sujet. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour cette réponse dans les délais impartis. Pour la France Insoumise, Monsieur Aurélien Saint-Toul pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, pour vos propos. D'ailleurs, j'étais heureux de noter que je partageais beaucoup de vos réponses. Mon groupe s'est opposé avec constance à la fusion de Radio France, c'est vrai, et France Télévisions que vous défendez, ainsi qu'à la baisse des moyens que vous avez décidé dans les différents budgets dont vous avez eu la charge, donc je n'y reviens pas. On aura peut-être l'occasion de se confronter là-dessus à l'avenir. Mais je souhaite quand même vous poser 2 questions. La première porte sur l'architecture institutionnelle. C'est un sujet que vous avez quand même largement abordé, mais j'aimerais vous entendre un petit peu plus détaillé. La plupart des responsables politiques, vous aussi, affirment que l'audiovisuel public doit être indépendant du pouvoir politique et dans le même temps, nous disons tous que vous en êtes la ministre de tutelle, ce qui est vrai. Il y a donc une contradiction, donc j'aimerais savoir comment vous vous débrouillez concrètement avec cette contradiction et si vous avez des propositions pour la surmonter. Ma deuxième question est plus factuelle, puisque nous enquêtons sur d'éventuels dysfonctionnements du service public. J'aimerais revenir sur un reproche que vous avez adressé à des journalistes de complément d'enquête de payer leurs sources. Ce serait évidemment une faute extraordinairement grave. Aussi, je vous demande si, devant notre commission, vous reprenez cette affirmation et si vous disposez d'éléments factuels qui vous permettraient de l'appuyer. Merci. Pour la dernière question, des journalistes se sont adressés à un membre de ma famille qui était en grave difficulté. Et c'est une réalité puisqu'il y a eu des échanges. Ce membre de la famille a refusé, évidemment, de les produire. Mais je le confirme. Et ça s'est reproduit encore récemment. Et ça se passe comment? Je vais vous dire, Monsieur Saint-Toul, comment ça se passe. C'est qu'il trouve des contacts, notamment, moi je viens d'un milieu, je ne m'expose pas là-dessus. Tout le monde connaît mon parcours, il le déforme, soit il l'embellisse, soit il le dénigre. C'est, comme je disais tout à l'heure, c'est une liberté d'expression sur laquelle je ne me suis jamais opposée. Parfois, la seule limite, c'est ce que je disais. Maintenant, j'ai un enfant, c'est plus compliqué, je vous le dis. Je dis simplement, la limite de cela, c'est quand on essaye à tout prix sur des gens, personnes vulnérables ou fragiles, et qu'on essaye d'obtenir des choses. Je trouve que c'est plus du journalisme. Permettez que je puisse évidemment pouvoir le dire. Maintenant, je ne veux pas attraire d'autres personnes à cela. C'est un constat que j'ai fait, c'est une réalité que je réaffirme et que je contexte qu'on puisse faire. Enfin, vous avez vu, j'ai eu des reportages à charge, tous les papiers à charge. Il y a certains médias qui m'ont ciblé depuis toujours. Voilà, quoi qu'il arrive. Donc c'est toujours à charge. Donc franchement, avec tout ce qui est décrit,
Et je vois pas. Alors, vous allez me dire, dans le pire, il y a toujours du pire. Donc, à chaque fois, je découvre du pire. Je me dis, bon, bah, ça y est, c'est bon, on a touché le fond. Mais il y a toujours une nouvelle louche. Donc, on va y arriver. Mais des pratiques comme ça, d'aller chercher dans mon environnement le plus large possible, y compris des personnes vulnérables, fragiles, c'est pas acceptable. Y compris des gens qui ont des graves difficultés ou qui ont eu à connaître, à avoir à faire, voilà, des difficultés que certains ne connaissent pas. Qui n'ont jamais eu à connaître, et je m'en réjouis pour eux, et je ne le souhaite à personne. Donc ça, effectivement, je continue de l'affirmer. Madame la ministre, juste pardon, parce qu'on va auditionner les compléments d'enquête la semaine prochaine, je vous l'indique. Oui. Est-ce que, juste pour être précis, parce que si la question leur est posée, vous aviez indiqué que les journalistes, ces accusations graves, avaient payé des sources. Est-ce que vous maintenez, ou vous dites qu'ils ont essayé de... Ils ont proposé, avec un tiers, avec un journaliste indépendant, évidemment, ils ont proposé en passant par un tiers, dont évidemment j'ai les coordonnées, mais je ne veux pas attraire parce que je veux vous dire, la personne de mon environnement m'a demandé de ne plus l'évoquer parce qu'il veut être tranquille. Et passer à un tiers pour l'acheter, pas pour acheter, pour faire le payer. Non mais monsieur, non, c'est pour être précis parce que ça n'a rien à voir avec la commission d'enquête. Donc si vous permettez, si, parce qu'on va auditionner. Mais Madame la ministre, on va auditionner. Non, mais oui, mais Madame la ministre, c'est des accusations graves. Il y a un journaliste qui est passé par un journaliste tiers qui s'est présenté auprès d'un membre de ma famille en se présentant comme un journaliste indépendant et en disant si vous avez évidemment des choses très à charge concernant Madame Dati, on est prêt même à vous indemniser s'il le faut. Voilà. Donc vous maintenez, c'est parce qu'on va auditionner les compléments d'enquête. C'est pour ça que je vous pose la question, Madame la ministre, c'est l'accusation grave. Voilà. On va auditionner les compléments d'enquête. Vous maintenez qu'ils ont proposé de les indemniser. Ils ont proposé, via un tiers, auprès d'un membre de ma famille, de les indemniser. Et de pouvoir, évidemment, j'allais dire, le payer, s'il fournit des informations. Merci pour cette précision. Sur le reste, sur l'organisation, vous parlez de la holding ? Tutelle, la question c'était comme vous exercez la tutelle et en même temps ils sont indépendants. Comme ministre de la Culture, vous êtes ministre de la Réglementation, mais le contrôle de la régulation et le contrôle notamment impartialité, indépendance et contenu, c'est l'ARCOM. Merci Madame la ministre. Madame Hadizadeh pour 2 minutes pour le groupe socialiste. Merci Monsieur le Président. Madame la ministre, je crois que j'ai ça en commun avec vous. Moi aussi, je rappelle souvent mes origines. Mes parents ont fui la République islamique et nous avons trouvé en France l'asile politique. Je rappelle souvent mes origines parce que ça me permet de ne pas oublier d'où je viens et ça me permet d'être attaché à certaines valeurs. La République islamique a dans ses prisons des journalistes politiques et aussi des artistes pour délit d'opinion. C'est pour ça que moi-même, je suis extrêmement attachée à la liberté des journalistes, à leur indépendance et au respect total de leur métier. Je reviens sur la question du numéro de complément d'enquête. Vous avez dit être en possession de ces échanges. Ce sont des accusations extrêmement graves. Et si des journalistes avaient de telles pratiques, ils devraient être sanctionnés lourdement. Vous dites être en possession de ces échanges, je demande à ce que vous les versiez à la connaissance du rapporteur et du président, parce que nous devons en avoir connaissance dans cette commission d'enquête. Si c'est bien le rôle d'une commission d'enquête, nous devons être en connaissance de faits, et je demande à ce que vous le fassiez avant que nous auditionnons les journalistes de complément d'enquête. Je reviens sur des propos... Est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là Non, sur ce point-là, ce sont des échanges privés qui concernent un tiers. Je n'ai pas d'obligation de les remettre. Ils ne le souhaitent pas, je ne le fais pas. Je vous le dis simplement. Voilà. Et s'il y a une procédure judiciaire, là, je pourrais les produire. Je ne le ferai pas dans le cadre de la commission d'enquête. Je ne veux pas ennuyer quelqu'un qui est déjà qui est déjà en difficulté. Donc, je ne le ferai pas. Alors, j'indique, pour être très clair et très précis, c'est des sujets très importants. Le périmètre de cette commission d'enquête, c'est l'audiovisuel public. Madame la ministre met en cause, enfin, je ne veux pas qualifier la manière dont vous le faites, mais en tout cas, indique avoir des éléments qui viendraient indiquer que des journalistes, donc du service public, qui est le périmètre de cette commission d'enquête, ont indemnisé ou auraient proposé d'indemniser... aurait proposé d'indemniser vos proches. C'est des accusations extrêmement lourdes. Si des journalistes du service public avaient pratiqué, mis en œuvre de telles pratiques, c'est effectivement grave. Donc je vais saisir le bureau de la présidente de l'Assemblée nationale pour qu'on nous indique si je suis en droit ou non. Moi, je respecte le droit et la règle de droit de vous demander ces documents. Si c'est le cas, je le ferai. Si c'est pas le cas, je ne le ferai pas. Je respecte la loi, rien que la loi. Continuez, Mme Hadizadeh. Merci. Et en demandant à ce que vous versiez ces échanges dont vous dites être en possession, il ne s'agit nullement de tourmenter un membre de votre famille. Il s'agit peut-être de voir si vos accusations portées contre ces journalistes sont vraies, puisque vous les accusez d'être des voyous. Ce sont des journalistes du service public. Nous devons enquêter pour savoir s'il y a des journalistes voyous
dans le service public. Je reviens sur une séquence qui a marqué les Français, mais je veux l'aborder pas du côté de l'émotion, mais du côté du fond. Le mercredi 18 juin, en direct dans l'émission C'est à vous sur France 5, vous avez menacé un journaliste, Patrick Cohen, parce qu'il venait rappeler des faits dévoilés dans ce fameux complément d'enquête. Et vous avez contre-attaqué en mentionnant alors un article de Mediapart publié en février sur des tensions remontant à son passé à France Inter, également faisant partie de l'audiovisuel public. Et c'est des faits qui sont liés à une pratique de management violent. Je vous cite, là je n'ai pas les citations exactes, mais vous avez dit que vous pourriez saisir le procureur sur cette question-là. Ma question c'est, avez-vous saisi le procureur? De la même manière, Anne-Elisabeth Lemoine, vous êtes tournée vers elle et vous lui avez dit que dans cet avou, l'ambiance est épouvantable, qu'elle pleure toute la journée et que tout le monde est mis en cause. Ce sont donc des violences au travail qui seraient exercées par des personnes dont on ignore, en tout cas pas par Anne-Elisabeth Lemoine, puisque visiblement, selon vos propos, elle pleure toute la journée. Si c'est vrai, pourquoi n'avez-vous pas engagé une action pour protéger des membres de l'équipe de l'émission C'est à vous de violences que vous avez déclarées en direct devant des millions de téléspectateurs sur une chaîne et sur un programme qui est très regardé et très suivi par des millions de Français? Est-ce qu'on peut faire question-réponse? Non, voilà, on termine. Alors, vous aviez encore, c'est terminé. J'ai encore un peu de temps. Alors, très à 10 secondes. 10 secondes. Enfin, je souhaiterais... Excusez-moi. Enfin, TV5 Monde, dans son actionnariat, va rentrer le Royaume du Maroc et le Gabon. Le Royaume du Maroc et le Gabon ne sont pas connus pour être des pays qui sont très attachés à la liberté de la presse. Est-ce que vous trouvez normal que dans un média français, francophone, nous faisions entrer comme actionnaires des pays qui ne sont pas attachés, qui ne montrent pas des signes de défense de la liberté de la presse? Merci, Madame la Ministre. Sur la dernière question, c'est de la prérogative. Vous interrogerez la présidente de TV5 Monde. Donc je n'ai pas de position à avoir. Sur le reste, j'ai évoqué dans le cadre de l'émission C'est à vous un article de Mediapart que vous pouvez lire, qui est très détaillé sur le management toxique, je cite, de M. Cohen quand il était à France Inter, avec des personnes qui se sont confiées à la direction de France Inter. Et j'ai pas dit, non, je n'ai pas dit du tout que j'allais saisir. J'ai dit la justice peut être saisie dans ce cadre-là, puisque Mediapart a fait une enquête approfondie en disant, je crois qu'il y avait plus d'une dizaine de victimes potentielles de ce management. C'est ce que j'ai dit dans cette émission. Point. Je connaissais très très bien les règles. J'ai été magistrat moi-même. Donc j'indique ce qui est écrit dans cet article de Mediapart, puisqu'il disait que quand il s'agissait de ce qui était écrit dans la presse me concernant était vrai, et ce qui était écrit dans la presse le concernant était faux. C'est pour ça que j'ai fait le parallèle en disant, Monsieur Cohen, est-ce que, moi je ne sais pas si c'est vrai ou pas, je vous dis que ce qui est écrit dans cet article, est-ce qu'on peut considérer que c'était vrai? Voilà. Ils indiquent cet article, j'invite tout le monde à le lire, c'est très détaillé. Sur Madame Lemoine, j'ai indiqué le même article. Et c'est un article, c'était pas Mediapart, c'était l'Informé de mémoire, dans lequel il était détaillé de la même manière, évidemment, de souffrance au travail. J'ai cité 2 articles. Non, ça n'est pas mon rôle. Ça n'est pas mon rôle. C'est une enquête interne pour M. Cohen. Apparemment, il y avait eu une enquête interne. C'est ce qui est indiqué dans l'article de Mediapart. D'accord. Merci, Madame la Ministre. Madame Sophie Taillé-Polian pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je voudrais appuyer la demande de ma collègue Aïda Hadizadeh parce que sur ce sujet des révélations de Madame Dati sur des méthodes totalement opposées à la déontologie qui auraient été mises en œuvre par des journalistes du service public, on est pleinement dans le cœur du sujet de cette commission d'enquête, puisqu'il s'agit de travailler sur la neutralité et donc les méthodes de travail journalistique de l'audiovisuel public. Donc je pense que c'est absolument indispensable. Et que si Madame Dati a des éléments, elle doit nous les verser parce que c'est vraiment au cœur de notre sujet. Madame Taillé-Polian, j'ai indiqué les choses. Pardon, je vous coupe. J'ai indiqué les choses très précisément. Je respecte la loi, je respecte l'ordonnance de 1958. Je termine. Non, je précise pour qu'on avance. Mais bien sûr, j'ai compris la position du groupe écologiste. J'indique parce que je respecte le cadre juridique et réglementaire. Je vous donne la parole de cette Assemblée nationale. Il y a une ordonnance de 1958. L'administrateur à côté de moi est en train de vérifier. Si on est tenu de demander ces documents à la ministre, je le ferai. Si on n'est pas tenu de le faire, je ne le ferai pas. Je respecterai le cadre de l'ordonnance de 1958. Je pense qu'on est
êtes tous attachés à celui-ci. Et j'ai bien entendu votre position, celle du groupe socialiste, et je vous ai indiqué que je m'en remettrai à cette ordonnance. Et j'ai précisé qu'effectivement, les journalistes du service public entraient bien dans le périmètre de cette commission d'enquête. Et puisqu'il y a une mise en cause grave de journalistes de l'audiovisuel public, il me semble, mais je vais le vérifier avec le service de l'Assemblée nationale, qu'on est en droit de demander ces documents. Voilà, je vous laisse continuer. Je tenais à dire que je m'associais à cette demande et qu'il me semblait que nous étions en devoir de le faire. Je voulais revenir sur le financement de l'audiovisuel public. Madame la ministre, vous disiez il y a quelques instants que le financement français était au même niveau que les financements européens. La BBC est financée à hauteur de 6,5 milliards d'euros, alors même que dans le projet de loi 2026, nous sommes tombés en dessous des 4 milliards d'euros. En Allemagne, on est à un montant de 10 milliards d'euros. Les organisations sont certes différentes, mais le montant est tellement différent qu'on ne peut pas se comparer à ces organisations. Et quand vous aviez évoqué le fait de, par la fusion de l'audiovisuel public, créer une BBC à la française, je vous le demande, comment être au niveau de la BBC avec un budget à ce point inférieur ? N'y a-t-il pas, en tout état de cause, un problème de financement du service public qui, comme vous le disiez, n'est pas soumis aux règles de la rentabilité car il a des missions qui lui sont propres, qui relèvent de l'intérêt général et qui, à ce titre, ont besoin d'un financement qui leur corresponde. J'étais, et je le précise, avec Madame Calvez, co-rapporteure des COM, et donc nous avions tiré les conclusions que les financements n'étaient pas suffisants au regard des missions qui sont demandées aux entreprises de l'audiovisuel public et que nous soutenons tous et toutes ici, je crois, des missions d'intérêt général. Merci. J'indique que les COM, c'est des contrats d'objectifs et moyens pour les Français qui nous écoutent et qui ne connaissent pas ces abréviations. Madame la ministre, je vous laisse répondre. Sur l'audiovisuel public européen, nous sommes dans la moyenne européenne. Voilà. Donc, vous savez ce qu'est une moyenne, Madame Tallier-Polian. Donc voilà. Donc nous sommes dans la moyenne européenne. S'agissant du financement de l'audiovisuel public, je l'ai indiqué dans mon propos liminaire et en réponse aux questions du rapporteur, il y a évidemment une exigence aujourd'hui très lourde qui pèse sur l'audiovisuel public. J'ai contribué à réduire la coupe budgétaire qui pesait sur l'audiovisuel public, mais comme vous le savez, ça n'est pas que le ministère de la Culture. Il y a aussi des arbitrages qui sont faits avec le ministère des Finances. Et donc aujourd'hui, le financement qui est alloué à l'audiovisuel public fait porter une exigence importante sur l'audiovisuel public. Merci Madame la Ministre. Monsieur Balanant pour 2 minutes pour le groupe démocrate. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, l'audiovisuel public s'inscrit dans un écosystème complexe, un écosystème de l'information qui est dans notre pays régulé par un certain nombre de règles. Et l'ARCOM a ce rôle, a la responsabilité de cette régulation. C'est aussi un écosystème en pleine mutation, transformation, et un écosystème qui est profondément menacé par de nouvelles types d'informations et par des nouveaux outils. Je pense évidemment à toutes les plateformes, aux pratiques des plateformes et à la façon dont fonctionnent les plateformes. Et je pense à un sujet que porte ma collègue Céline Calvez, qui est la question de l'IA. Donc nous avons aujourd'hui des enjeux informationnels, de pérennité de notre modèle informationnel dans notre pays, et l'audiovisuel public peut en être une clé et une clé de voûte. Et vous l'avez dit, un des enjeux des transformations, c'est la question du numérique. Donc moi, je voulais vous interroger. On sait que vous allez vraisemblablement quitter vos fonctions, mais peut-être ça vous donne un peu de liberté pour nous dire quels seraient les chantiers que vous imagineriez par rapport à ce numérique. Et je pense à 2 choses. Comment on protège notre écosystème, la presse, l'audiovisuel privé, l'audiovisuel public. Et à ce titre, est-ce que vous ne pensez pas, est-ce que vous n'avez pas le regret de ne pas avoir réussi à porter le texte GI, de l'avoir poussé jusqu'au bout? Je sais que vous le vouliez, il y a eu des arbitrages, et est-ce que vous pensez que c'est un sujet qu'il faut remettre sur la table urgemment?
Merci. Je vous pose une réponse rapide, Madame la Ministre, parce que le rapporteur ensuite reprendra la parole. Non, mais pas plus rapide. J'indique juste qu'ensuite je redonnerai la parole au rapporteur. Mais non, vous aurez vos réponses, Monsieur Balanant. Répondez là, aussi précisément que possible, Madame, si possible, aux questions de Monsieur Balanant. Monsieur le député, vous avez évidemment raison. Le problème de fond, c'est que ceux qui supportent les coûts de production de l'information n'en récupèrent pas les fruits. Et donc, moi, je suis tout à fait en soutien sur la réforme, notamment des droits voisins, parce que ça, c'est effectivement capital, et je pense que ça peut être prioritaire. Et évidemment, au contraire, ils se font, j'ai vu encore récemment sur un grand média, ils se font piller leurs ressources pub ou tous les droits voisins. Donc ça, c'est une réalité. D'ailleurs, dans le rapport de Laurence Bloch, la force de son rapport, c'est d'avoir dégagé une organisation autour de 4 plateformes existantes, que ce soit ici France Info, Radio France, France TV, qui permet d'ailleurs d'articuler les enjeux de coopération entre les structures de développement, d'offres éditoriales renforcées, pour pouvoir s'adresser au plus grand nombre. Donc là, effectivement, est tout l'enjeu de la réforme qui est en cours. Sur les EGI, le texte est prêt. Et, nous avions une présentation prévue en Conseil des ministres, puisque si on n'avait pas eu le retard budgétaire. Mais moi, je ne doute pas qu'il sera débattu prochainement. Il sera présenté au Conseil des ministres, parce que le texte est prêt, puisque la présentation était déjà prévue, elle a été repartie du fait du débat budgétaire. Madame la ministre, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette séquence lunaire sur LCI, c'était le 22 juillet 2025. Vous y étiez interrogé pendant 1 heure relativement à votre procès pour corruption et trafic d'influence. Et non contente de ce privilège de pouvoir vous défendre, vous êtes resté dans un coin pour pouvoir surveiller les commentaires qui étaient faits sur votre défense. Et vous êtes même revenu devant les caméras pour pouvoir modifier ces commentaires. Avec cette attitude finalement assez autoritaire qui vous caractérise, que ce soit dans ou en dehors du champ médiatique. Je pense notamment à la façon dont vous avez hurlé sur un personnel de l'Assemblée nationale en pleine commission. Une personne qui agit comme cela dans un média, vous comprendrez que ça nous inquiète quand elle veut s'occuper des médias publics. Est-ce que votre objectif, via votre réforme, c'est de mettre la pression sur les journalistes du service public? Vous pouvez prétendre que cette réforme a pour but de sauver cette institution. Nous ne sommes pas dupes. Pouvez-vous clarifier votre position? Merci. Quand j'ai indiqué au début de cette commission d'enquête que le respect est important, il faut respecter Madame la Ministre. Et je rappelle juste, Madame Souda, et votre question à la fin est une question à laquelle la ministre va répondre, mais que la défense, c'est pas un privilège, mais c'est un droit dans notre pays, dans une démocratie. Vas-y, Madame la ministre. Je ne répondrai pas à des mises en cause personnelles qui n'ont pas lieu d'être, Madame Soudet. Et en termes de hurlement, je pense que vous battez les records. Hein. Vous pouvez me donner des leçons. Hein. Je pense que j'ai encore des cours à prendre. Hein. Donc, quand je vous vois hurler dans l'Assemblée, hurler sur les gens, hurler sur tout le monde, donc donnez-moi des cours. Hein. Je voudrais revenir sur un point qui a fait l'objet notamment de 2 auditions de cette commission d'enquête. Vous y avez répondu assez rapidement à l'une des questions posées par l'un de mes collègues. C'est ce qu'on a appelé l'affaire Patrick Cohen et Thomas Legrand. Vous le savez, elle a choqué quand même beaucoup de Français. Elle a dévoilé 2 journalistes éditorialistes du service public qui prenaient un café avec 2 cadres du Parti socialiste. Vous avez expliqué, je vous ai entendu, que les méthodes d'enregistrement de ces journalistes étaient condamnables. Moi, je ne voudrais pas vous poser une question sur la méthode, on a compris, et ce n'est pas le but de ma question, mais plutôt sur le fond. Lorsque vous avez appris que l'un de ces 2 éditorialistes, Thomas Legrand, expliquait à des cadres du Parti socialiste en amont d'une campagne électorale, je le cite, « Nous, on fait ce qu'il faut pour Dati, Patrick et moi ». Quelle a été votre réaction? Et est-ce que vous croyez, Thomas Legrand, que l'on a entendu dans le cadre de cette commission d'enquête lorsqu'il dit que c'était, je le cite, du jargon journalistique? Et ça vous gêne qu'on en reparle? C'est quand même grave. Voilà, ce qui s'est passé est grave. Je vous l'ai dit sur monsieur le rapporteur, j'ai indiqué ma position s'agissant d'un enregistrement à l'insu des personnes. Je n'approuve pas ce type de méthode. Sur le fond, en disant que c'est un jargon journalistique, moi, je n'appellerais pas ça un jargon journalistique, les propos et les mots qui ont été employés. Merci, monsieur le rapporteur. 2 dernières questions sur le sujet, enfin 2 dernières questions assez courtes. Patrick Cohen et Thomas Legrand, lors de leurs auditions, ont plutôt assumé leur position, leurs propos. Ils n'ont pas apporté la moindre excuse. Je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. Et surtout, ils ont expliqué avoir été victimes d'une barbouzerie. Est-ce que vous, Madame la Ministre, vous pensez aussi avoir été victime d'une certaine façon d'une barbouzerie?
Ce qui est dit, moi je considère que c'est grave. Ce qui est dit est grave. C'est pas des propos journalistiques. En ce qui me concerne, si je parle à titre personnel, je parle même pas de la ministre ou autre, mais même à titre personnel, on dit pas qu'on va s'occuper de quelqu'un. Voilà. Quand on emploie ces termes, on sait dans quel cadre on l'emploie et on sait qui on peut employer ces mots et pour quel objectif. Voilà. Donc après, qu'il considère que c'est du jargon journalistique et que c'est pas grave. Un autre sujet qui est l'un des objets principaux de cette commission d'enquête, c'est notamment le phénomène de concentration ou d'hyperconcentration des contrats de production passés entre l'audiovisuel public, notamment entre France Télévisions et quelques sociétés, notamment Media One, notamment Banijay, notamment Together. Je me permets de rappeler quelques chiffres, mais plus de 80% des émissions de flux de France 5, notamment, sont produites par 2 sociétés privées, Media One et Together. Ce sont des émissions qui sont en plus relativement simples à produire, qui ne nécessitent pas de coûts ou d'expertise particulière. On sait aussi que derrière Media One, il y a 2 dirigeants actionnaires de l'entreprise, M. Niel et M. Pigas, qui, depuis quelques jours, en tout cas, on entend qu'ils pourraient pourquoi pas se présenter à l'élection présidentielle. Est-ce que selon vous, il est sain, ce phénomène de concentration de contrats de production passés avec des sociétés privées, dont certains actionnaires dirigeants, en tout cas, entretiennent un dessein politique? Est-ce qu'il est sain aujourd'hui que le service public subventionne ces entreprises, ces sociétés privées à cette hauteur-là, en plus détenues par des actionnaires qui ne cachent pas leurs ambitions politiques? Alors, c'est le choix de France Télévisions d'externaliser sa production. Elle le fait dans des règles très précises. Les montants sont connus. Vous y avez accès dans les documents financiers. France Télévisions est le premier financier de la création en France. Et si je prends Banijay et Media One, c'est à peu près 11% du chiffre qui est consacré à la production. Alors après, est-ce que c'est un choix? Est-ce qu'on externalise? Est-ce qu'on intègre? C'est un choix qui a été fait. S'il est contestable, faut revoir les règles. Aujourd'hui, il a toujours été validé. Ce sont des sociétés de production françaises. Moi, ça ne me gêne pas que la création française soit valorisée et soit achetée. Je préfère qu'on achète de la création française plutôt que de la création étrangère et qu'on fasse vivre des entrepreneurs français, des sociétés françaises de production. Mais après, c'est un choix de dire on externalise ou pas. Je crois que la question du rapporteur, c'était est-ce que ça vous dérange que des hommes d'affaires soient actionnaires de ces sociétés de production, Xavier Niel, Mathieu Pigas, Vincent Bolloré et d'autres qui sont actionnaires de ces sociétés de production? Est-ce que ça vous pose des difficultés? Cette question, elle rejoint un peu sur la concentration des médias ou sur l'actionnariat. De dire, est-ce qu'on doit avoir des actionnaires importants sur les médias? C'est le sujet du financement aussi des médias et de leur viabilité. Donc, moi, je pense que ces choses-là se rejoignent. C'est la vie des entreprises. Après, la limite, mais ça, c'est ma conviction personnelle, il faut que ces actionnaires ne se mêlent pas des contenus, ou en tout cas ne les orientent pas. Voilà, on peut peut-être parfois s'interroger. Voilà, donc, mais c'est la limite de l'exercice. Vous pouvez être actionnaire, mais si vous vous en servez, là, on tombe dans un autre type de régime. Merci pour votre réponse, Madame la Ministre. Effectivement, sur les collusions entre ces actionnaires qui produisent des émissions du service public et le service public, je voudrais citer 2 exemples qui ont... je pense, choquer aussi beaucoup de Français. Le dernier en date, c'est celui de Mathieu Pigas, qui a été invité sur une émission importante, l'émission politique de Caroline Roux, à 1 heure de grande écoute en direct, où Caroline Roux l'a présenté comme un simple chef d'entreprise. Monsieur Pigas, dont vous le savez, est actionnaire de Media One, une émission qui produit une société qui produit nombre d'émissions du service public, et Caroline Roux ne l'a pas indiqué. Elle n'a pas indiqué non plus qu'il avait fait la une de Libération quelques semaines auparavant, où il expliquait qu'il mettrait tous les moyens à sa disposition pour lutter contre la droite radicale. On comprend aussi qu'il mettrait les moyens médiatiques à sa disposition. Ce premier sujet, je pense, pose question sur l'impartialité du service public et notamment de Caroline Roux qui anime des émissions produites sur le service public par Media One. Le deuxième exemple, c'est celui de Xavier Niel qui, sur un plateau du service public,
c'était sur France 5, je crois, est venu vendre sa Freebox. Il y a eu un rappel de l'Arcom qui indiquait qu'il y avait une confusion, un mélange des genres, une sorte de publicité déguisée qui n'était pas à la hauteur des missions du service public. Je voudrais vous entendre sur ces deux faits. Media One, je le rappelle, est la première société à bénéficier des contrats de production de France Télévisions. C'est plus de 100 millions d'euros d'argent public versé par an. Et dernier point, vous expliquez que ça ne posait pas de problème dans la mesure où ça permettait de financer des sociétés françaises, ça permettait de soutenir la production et la création française. On a appris que Media One, en majorité capitalistiquement, était détenu par un fonds d'investissement américain, KKR. Sur ces deux points, qu'est-ce que vous en pensez? Sur le dernier point, que l'actionnariat peut être étranger, ce qui est important, c'est le résultat, et j'allais dire, de l'action. On finance de la création française. La création française, c'est notre force, notamment, qui est reconnue partout dans le monde. On est reconnu pour le spectacle vivant, on est reconnu pour la création, et justement pour cette liberté de création. Et donc, aujourd'hui, ces maisons de production financent de la création française, financent des artistes français, financent aussi tout un écosystème artistique français. Donc, moi, je ne peux pas vous dire que je suis contre dès lors où la création bénéficie et rapporte à la culture française. Donc, c'est pas l'actionnaire qui s'autofinance, c'est un financement sur une création française. Donc, ça, c'est important. S'agissant des deux sujets dont vous avez parlé, Monsieur Niel et Monsieur Pigasse, je crois que l'Arcom a été saisi et a rappelé à l'ordre tout le monde. Donc effectivement, c'est qu'il y avait une limite qui avait été franchie, puisque l'Arcom l'a rappelé et elle a communiqué sur les deux sujets. Merci Madame la Ministre. Quelques questions rapides, notamment sur le sujet de la neutralité, qui est l'une des trois dimensions de cette commission d'enquête. Je vais vous citer un sondage paru dans Marianne en juin 2024, où on apprend que 26% des téléspectateurs du JT de France 2 ont voté Raphaël Glucksmann, soit 2 fois plus que la moyenne des Français. 38% des auditeurs de France Inter ont voté pour Raphaël Glucksmann lors des européennes, soit 3 fois plus que la moyenne des Français. Et près de 70% des auditeurs de France Inter ont voté à gauche, contre un peu moins d'un tiers des Français. En tant que ministre de la Culture, qu'est-ce que vous avez fait depuis que vous êtes en place pour que l'audiovisuel public rassemble les Français et respecte aussi les obligations de pluralisme, d'honnêteté et d'indépendance? Le respect de ces principes incombe à l'Arcom, comme je vous l'ai dit. Ça incombe à l'Arcom. Ensuite, le sujet, c'est vis-à-vis des Français. Il faut que le principe de neutralité, d'impartialité, de pluralisme soit évidemment respecté. C'est le cas par le biais du contrôle de l'Arcom, mais aussi, moi, j'attends beaucoup de la mission qui a été confiée à Bruno Lasserre. Parce que c'est comme pour les situations de conflit d'intérêts. Peut-être on s'est un peu trop accommodé de certaines choses, et aujourd'hui, les contextes ont changé. Et donc, il faudrait peut-être prendre d'autres types de mesures pour renforcer ce contrôle de neutralité, d'impartialité et aussi de pluralisme. Sur le sujet de la neutralité, le 7 juillet 2022, je vous ai écouté au micro de France Inter. Vous aviez déclaré, je vous cite, vous êtes souvent, donc en parlant de France Inter, vous êtes souvent taxé d'être une radio de gauche. Moi, je trouve pas. Alors, moi, j'écoute assez régulièrement France Inter, et le 15 octobre 2021, notamment sur cette antenne, vous auriez pu entendre Aymeric Lompré déclarer, je le cite, « Merci les gens d'extrême droite d'avoir payé pour qu'on dise que vous êtes des gros cons. Si j'étais à votre place, comment je serais dégoûté de me faire insulter toute la journée, en plus de devoir payer pour ça ?» Il a continué, je le cite, « Est-ce que ça t'excite, Jordan Bardella, de faire un gros chèque à Guillaume Meurice ?» Alors, il y a l'épisode d'Aymeric Lompré, mais il y en a eu bien d'autres. Il a d'ailleurs suivi Monsieur Pigasse sur Radio Nova. Il y a aussi Mao Drama, qui est une chroniqueuse de France Inter, qui le 28 mars 2024, lors d'un débat organisé par Mediapart, intitulé « Comment lutter contre l'extrême droite », cette chroniqueuse du service public avait incité des activistes d'ultra-gauche à, je la cite, « prendre les armes et mener une révolution en cas de victoire de Marine Le Pen ». Mao Drama officie toujours encore sur les antennes du service public. Et il y a quelques jours encore, il y a eu une grosse polémique sur France Inter où une humoriste, si on peut la qualifier ainsi, Camille Laurent, a appelé dans une église désacralisée à la mort de Jordan Bardella et de Marion Maréchal devant les rires et les applaudissements du public. Tout ça est payé par nos impôts. Au vu de cette grille
de pluralité, en tout cas au vu de cette grille et de ces entorses successives, est-ce que vous pensez toujours que France Inter, comme vous le dites, n'est pas une radio de gauche? J'écoute France Inter depuis toujours, donc voilà, ce que j'avais dit une fois dans une interview, ce que je regrette, c'est que moi j'ai été élevée à la radio, et j'ai des souvenirs d'ouvriers qui écoutaient la radio, et notamment la radio publique, sur les petits transistors sur les chantiers. Je disais, c'est quand même de moins en moins le cas aujourd'hui. Donc c'est cette radio, qui est quand même un super média, qui permet vraiment un accès à la culture sans aucune barrière, puisse être pérennisé. C'est notre combat. C'est notre combat à tous, d'ailleurs. Ensuite, sur la séquence humoristique, la dernière dont vous avez parlé, j'ai répondu tout à l'heure, effectivement, ce qu'il en était. Les séquences précédentes, alors, moi, elles ne me disent rien. 2021 ou autre, ça me dit rien. Après... Enfin, moi, je trouve que la force de la France, c'est cette liberté de création, cette liberté d'expression, cet humour très satirique et autres. Alors, quand on est la cible, on est moins content, mais bon, c'est quand, effectivement, après, ça se transforme comme des attaques très personnelles qui peuvent être qualifiables, d'ailleurs, pénalement. C'est ça. Là, on n'est plus dans l'humour. On n'est plus dans la liberté d'expression. Si vous appelez au meurtre de quelqu'un, à la mort de quelqu'un, et c'est quand même, on n'est plus dans l'humour. On est tombé dans un autre type de qualification. Merci Madame la Ministre. Un autre sujet qui est un sujet qui a récemment fait l'actualité, c'est les déclarations du président de la République devant les lecteurs du groupe EBRA, le groupe qui possède La Voix du Nord. Emmanuel Macron a évoqué le projet d'une labellisation de l'information, et il a expliqué que ce projet pourrait être porté non pas évidemment par l'État, mais par des professionnels des médias. Il a évoqué notamment l'exemple de l'association Reporters sans frontières. Alors je pense que vous jugerez qu'en matière d'impartialité, peut-être que Reporters sans frontières n'est pas le mieux placé. C'est quand même une association qui bénéficie de plus de 700 000 euros de subventions de la fondation George Soros entre 2017 et 2021. On a aussi appris que, en dépit de cette charte apolitique de Reporters sans frontières, lors de la dernière campagne des élections législatives, ils ont appelé à faire barrage contre le Rassemblement national lors de cette élection. On a aussi appris lors de leur audition qu'ils sélectionnaient peut-être des journalistes. Pourtant, il y a des journalistes iraniens qui sont menacés de mort, qui ont fait appel au soutien de Reporters sans frontières et qui se sont vus leur demande refusée parce que, selon Reporters sans frontières, ils auraient peut-être relayé des vidéos de manifestants contre le régime des mollahs, ce qui leur vaudrait une appartenance politique, alors que ce journaliste, Nima Avnidia, est menacé de mort encore aujourd'hui, lui et sa famille, alors qu'il est réfugié en Turquie. Toutes ces révélations ont choqué. Qu'est-ce que vous pensez de la déclaration du président de la République, de ce projet de labellisation qui serait, selon lui, peut-être confié demain à des institutions comme Reporters sans frontières? Je m'en suis expliqué très longuement sur cette fausse information. Le président de la République n'a jamais dit, et je l'ai dit encore une fois sur certains médias, qui réaffirment quelque chose qui est faux. Donc je le redis, il n'a jamais été question de créer un label d'État. Jamais. Il y a des organismes de certification en dehors de l'État, qui sont des organismes de certification indépendants, qui le font. C'est ni l'État, ni RSF, ni qui soit. Ceux qui s'y soumettent, c'est un accord entre eux. Mais l'État n'est pas partie prenante de cela. Jamais. Et je crois que c'est une petite séquence qu'on a isolée du président de la République, où il disait effectivement que sur l'information, il faut savoir d'où on parle. C'est tout le sujet de la fausse information. Est-ce que quand un journaliste donne une information, est-ce qu'il doit être traité au même niveau que quand c'est un citoyen qui donne une information? Est-ce que les réseaux sociaux, où on donne notre avis sur tout, où on déverse tout, parfois aussi n'importe quoi, est-ce que tout doit être... Est-ce que tout se vaut? Non, tout ne se vaut pas. C'est pour ça qu'il y a des organismes de certification qui n'ont rien à voir ni avec l'État ni avec RSF. Donc je le redis, il n'y a pas de volonté d'avoir un label d'État ou de créer un label d'État. Ça n'existe pas et ça n'a jamais existé. Je voudrais revenir sur vos propos, notamment sur les priorités budgétaires accordées par le ministère de la Culture. Je me suis ému du fait que 50% de ce budget était dédié à l'audiovisuel public et seulement 4,5% était dédié à la préservation, à la sauvegarde de notre patrimoine, quand on sait qu'il y a près d'un quart des monuments protégés qui sont en risque
sérieux, notamment de disparition, qu'il y a plus de 67 000 monuments français non protégés, comme des phares, comme des moulins, comme des églises rurales qui sont aussi en situation de grande difficulté. J'ai entendu votre réponse, vous expliquez que c'était peut-être aussi la vocation de ce budget à trouver d'autres financements, notamment des financements privés. Est-ce que, fondamentalement, 4,5% du budget du ministère de la Culture, c'est assez pour sauvegarder notre patrimoine? Vous l'avez aussi comparé à d'autres pays, mais je pense que la France tient son exception, notamment internationale, à la valorisation de son patrimoine qui est tellement riche. Est-ce que ça ne devrait pas être une priorité de politique publique de mettre beaucoup plus de moyens publics sur cette sauvegarde du patrimoine? Au ministère de la Culture, depuis 2017 à ce jour, on est à plus d'1,5 milliard d'augmentation du budget. C'est assez inédit. Et c'est moi qui vous le dis, j'ai connu d'autres gouvernements. Cette hausse, elle est inédite et ça a beaucoup bénéficié au patrimoine. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait notre réputation à l'international. Aujourd'hui, ce sont des artisans, des compagnons, ce sont des métiers très, très pointus que le monde entier nous reconnaît. Et d'ailleurs, c'est un facteur également d'attractivité. Donc, augmentation inédite du budget du ministère de la Culture, avec une part conséquente pour le patrimoine. Puisque je le rappelle, c'est 40% de plus pour le budget patrimoine depuis 2017. Donc, c'est aussi conséquent. Donc, ça veut dire que c'est une vraie priorité de ce gouvernement et c'est une volonté du président de la République de préserver, protéger, mais aussi le transmettre, parce qu'il y a l'usage, la transmission, et justement de ne pas laisser ni à l'abandon et encore moins au péril. La mission dite Berne, à l'initiative du président, le loto du patrimoine, a permis de sauver de nombreux petits monuments historiques, classés ou pas classés. En tous les cas, on a beaucoup de moyens publics qui sont pour la protection du patrimoine. Je rappelle également la souscription en faveur des édifices religieux, qu'on a encore beaucoup plus amplifié et développé pour que c'est une souscription populaire avec la Fondation du patrimoine, justement, et pour cause, comme son nom l'indique, permet justement de favoriser cette protection du patrimoine avec plein de dispositifs divers, mais c'est une vraie politique publique. Et question simple, est-ce que 4,5% du budget du ministère de la Culture, c'est suffisant pour sauver notre patrimoine? Il y a eu donc le vol des joyaux de la couronne il y a quelques mois qui a ému des millions de Français. Il y a eu aussi le mercredi 27 novembre dernier une importante fuite d'eau au Louvre dans la bibliothèque du département des antiquités égyptiennes qui a provoqué notamment la détérioration d'à peu près 400 ouvrages. On voit que pour sécuriser le Louvre, qui est le premier musée français, le premier musée, je crois, mondial en termes de fréquentation, il aurait fallu à peu près 70 millions d'euros, ce qui est le montant d'ailleurs de déficit cumulé par Delphine Ernotte à la tête de France Télévisions, que les Français d'ailleurs vont devoir recapitaliser, puisque vous l'avez dit, c'est une entreprise publique, donc il n'est pas question de faire faillite, on va devoir remettre au pot. Est-ce que vous ne pensez pas, et ce sera ma toute dernière question en guise de conclusion, que les pouvoirs publics depuis des années se trompent sur nos priorités? Est-ce qu'il est bon de continuer à financer la faillite de certains dirigeants publics plutôt que de défendre l'âme française et le patrimoine si précieux, notamment celui du musée du Louvre, qui n'aurait pas coûté grand-chose au regard des gabegies qui sont constatés à la tête de France Télévisions? Moi, je considère que ce n'est pas une priorité contre une autre. Ce n'est pas l'audiovisuel public contre le musée. L'audiovisuel public, vous savez, monsieur le rapporteur, c'est indispensable. C'est indispensable à la cohésion de notre société. Vous savez, j'ai lancé le plan culture et ruralité depuis que je suis arrivée au ministère. C'est 88% du territoire français qui est un territoire rural. 22 millions de nos concitoyens y vivent. Il y a des obstacles, j'allais dire, physiques pour certains, psychologiques, voire financiers, pour accéder à la culture. Et si demain nous n'avons plus d'audiovisuel public, vous avez une partie de nos concitoyens sur des territoires très éloignés, pas forcément bien dotés, qui n'auront plus accès à quoi que ce soit. Et donc c'est pour ça qu'il faut le réformer, il faut le préserver, il faut qu'il soit accessible au plus grand nombre. Je vous indiquais tout à l'heure les catégories sociales qui sont concernées par France Inter. On ne peut pas s'en satisfaire. C'est une radio qui est financée par tous les Français, donc elle doit s'adresser à tous les Français. Donc moi, ce n'est pas une priorité par rapport à une autre. L'audiovisuel français, public français, doit être préservé. Moi, c'est une conviction profonde que j'ai, ministre de la Culture ou pas d'ailleurs. Et s'agissant du patrimoine, je trouve que c'est le premier élément de notre patrimoine culturel commun. Regardez, quand il y a eu l'incendie de Notre-Dame, toute la France en est émue, bien au-delà d'ailleurs, le monde entier, mais toute la France. Est-ce que vous pensez que ça n'a ému que la communauté catholique ?
Notre-Dame, c'est un patrimoine historique qui nous structure aussi et qui nous ancre dans l'histoire de notre pays. Et donc, le patrimoine, ça nous ancre. On parle de politique d'intégration, souvent on parle de politique d'échec, des échecs d'intégration. Je trouve que le patrimoine, c'est une politique d'intégration. Ça nous ancre dans un territoire. Quand moi, je suis originaire de Bourgogne, je sais exactement, il y a un château, il y a des vignobles, il y a des paysages. Ce patrimoine-là me structure aussi dans mon ancrage dans ce territoire français. Donc ça y participe. Donc c'est pas d'opposer les uns aux autres. Ensuite, de dire est-ce que l'audiovisuel public doit se restructurer, se réorganiser? Oui, mais on ne doit pas l'affaiblir. Et donc on doit travailler ensemble pour continuer à pérenniser ces principes de neutralité, de pluralisme, d'impartialité, de diversité. Et ça doit s'adresser à tous les Français. Et donc, notre combat, il est commun. Et donc ça, c'est aussi la responsabilité du Parlement de pouvoir renforcer ces principes et donc lui donner les moyens en conséquence. Et sur le patrimoine, vous parliez du musée du Louvre. Mais le musée, le bâtiment en lui-même est un objet culturel. C'est une œuvre d'art. Donc, par exemple, les fuites que vous indiquez dans telle ou telle salle, mais ça ne date pas d'hier. Lui-même, c'est un patrimoine historique. Pour mettre une caméra dans une pièce, c'est très compliqué. Pour réaménager une pièce, c'est très compliqué. Pour faire même un parcours ou un cheminement, c'est très compliqué parce que nous avons des contraintes patrimoniales et historiques. Et je m'en réjouis. On ne va pas bétonner du jour au lendemain et raser la moitié de notre patrimoine pour des raisons de facilité ou pour sécuriser à la va-vite. Donc, c'est toutes ces contraintes qu'on doit évidemment supporter, régler, organiser, articuler pour pouvoir sauvegarder ce magnifique patrimoine. Parce que oui, vous avez raison, c'est le plus grand musée du monde. Et nous avons battu un record de fréquentation à la fin de l'année dernière. Donc, encore une fois, monsieur le rapporteur, il ne faut pas opposer les priorités. S'il faut restructurer, il faut le faire. S'il faut préserver, il faut le faire. Et puis pour le patrimoine, c'est de trouver des dispositifs de financement innovants. Parce que sinon, au bout d'un moment, soit on va tout privatiser. Moi, je ne me résous pas à ce qu'on vende le château de Versailles ou le musée du Louvre. Vous savez, le Grand Palais, il a été sauvé par les JO. Hein. Je suis bien placée pour le savoir que les 500 millions, on ne les avait pas à une époque, on a failli le vendre à un État étranger. Je vous le dis tel que je le pense. Et donc, il a été sauvé par les JO et c'est un grand monument historique. Voilà, donc, tout ce patrimoine-là, c'est notre combat commun de le préserver, de le garder dans le domaine public. Voilà pour ce numéro de La Séance est ouverte. À très bientôt sur LCP.